Je te souhaite la bienvenue dans cette première partie de l'interview avec Stéphane Robin. Cette interview est découpée en trois parties différentes. Les trois liens sont en description sous cette vidéo ou sous l'audio si tu écoutes en podcast, si tu veux écouter l'intégralité de l'interview. Dans cette première partie, nous allons voir avec Stéphane les trois clés de la respiration pour justement utiliser l'émotion pour mieux communiquer et mieux se comprendre. C'est vraiment une des clés de la découverte du haut potentiel, de mieux se comprendre. Et bien, tu vas voir qu'avec Stéphane, en utilisant la respiration mêlée à la méditation, on va pouvoir arriver à mieux se connaître. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir de recevoir Stéphane Robin. Stéphane Robin que j'ai découvert très récemment on va appeler ça un stage de respiration, si je ne dis pas de bêtises, c'était au-dessus de Saint-Paul-de-Vence. Et j'ai trouvé très intéressant de vous partager la philosophie de Stéphane, qui a beaucoup de choses à dire, je pense, sur la respiration, mais sur beaucoup d'autres thématiques aussi, qui sont très proches de celles que je mets en avant aussi. Et donc, je pense que c'était intéressant de partager ça. Bonjour Stéphane. Salut Siegfried, je suis super content d'être là avec toi. Merci de ton invitation. Ouais, ça fait plaisir aussi. Donc, avant qu'on commence, si vous voulez en savoir plus sur Stéphane, il y aura sous la vidéo et sous le podcast un lien qui renverra vers toutes ses ressources, son site, etc. Donc, vous aurez qu'à aller sous la vidéo pour en savoir plus sur Stéphane. Et de toute manière, on va en savoir plus tout de suite. Ouais, exactement. Alors, déjà, Stéphane, comment tu te définis et qu'est-ce que tu fais? Deux grandes questions sur lesquelles on peut parler pendant des heures déjà. Oui, on peut en parler pendant des heures. Comment je me définis? Je me définis simplement comme un être humain qui a, on va dire, cherché et trouvé peut-être son plan d'incarnation, ce pourquoi il est fait. Ça a été jalonné, comme la plupart d'entre nous, de phares qui ont été mis là pour nous guider, dire voilà, là ça va, tu dois aller par ici, tu dois aller par là. Moi, j'ai commencé comme entraîneur de basket, ça a été vraiment mon credo en fait. Quand je savais, ouais, je suis passé par l'école traditionnelle, un petit peu comme la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Et puis voilà, tu arrives au lycée, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Et puis je joue au basket, mon père joue au basket. Enfin voilà, c'était l'univers dans lequel j'étais et dans lequel vraiment je pouvais m'épanouir. Et un jour on m'a dit, mais ça te plairait pas de prendre une équipe de jeunes, etc. Je dis, bon, ouais, pourquoi pas. J'ai toujours suivi un petit peu ce que j'appelais l'instinct. J'ai toujours suivi mon cœur en vérité, mon intuition. D'accord. Beaucoup. Je n'ai pas toujours écouté les bonnes voix, mais ça m'a amené à être celui que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, j'en suis heureux. Et voilà, donc ça a commencé comme ça en fait. Et dès le premier entraînement, c'était un déclic, mais puissant, quoi. J'ai le mot partage, transmission qui est arrivé immédiatement. J'avais 19 ans. Waouh, mais c'est ça que je veux faire en fait. Donc je me suis mis comment on fait pour passer les diplômes d'entraîneur, c'est ça que je veux faire. Voilà, je me suis renseigné un peu partout, puis j'ai passé tous les diplômes que j'avais à passer. Et puis j'ai entraîné, que ce soit des U11 en amateur, des petits, voilà, j'étais assistant national 1. J'ai eu la chance de côtoyer aussi des filles en ligue féminine. J'ai pu participer à la formation de certaines joueuses et joueurs qui aujourd'hui sont capitaines de l'équipe de France de basket féminine ou qui ont joué à haut niveau, etc. Et en même temps, j'ai beaucoup aussi navigué dans le monde amateur où, comment dire, je crois que ce qui me fascinait réellement dans ces milieux-là, c'était de percevoir en chacun d'eux le potentiel qu'ils pouvaient dégager, sans qu'ils le sachent eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Et puis et être mué par cette envie, par ce besoin, quelque chose qui me poussait. Mais vas-y, en fait, tu peux tout faire, quoi. Et au fil des rencontres, au fil des nombreuses rencontres, parce qu'évidemment, une équipe de basket déjà est 10, donc tu multiplies par le nombre d'années. Hein, j'ai commencé en 96 ou 97, vraiment à entraîner. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Et du coup, ça fait un certain nombre de personnes rencontrées, et de belles personnes. Et ce qui m'a toujours touché profondément, c'est de me dire que
c'est d'ailleurs une phrase de Greg Popovich que j'ai entendue, qui est l'entraîneur emblématique des San Antonio Spurs en NBA, qui a fait écho à ce que je ressentais et qui disait, moi, un joueur que je recrute, à partir du moment où il en sort en étant un meilleur être humain, ça sera de toute façon un meilleur joueur, quoi qu'il arrive. Wow. Donc, il a sa méthode, hein. C'est pas forcément la mienne. Tony Parker pourrait en témoigner. Mais en fait, la philosophie est la même et l'idée derrière ça, c'est la même. Donc, en fait, voilà, je rencontrais plein de gens formidables et surtout, voilà, j'ai toujours tissé des liens très forts du coup. En étant moi-même, enfin, je veux dire, c'était pas forcément calculé, c'était juste ce que je suis et c'est ce que je faisais, je donnais le meilleur de moi pour être entier, quoi, voilà, que ce soit en entraînement ou ailleurs. D'accord. Puis au fur et à mesure des rencontres, je passe donc mes diplômes d'État, mes brevets d'État d'éducateur sportif avec l'option basket, et puis les diplômes fédéraux, etc. Puis il arrive un moment où voilà, tu as l'impression, je dirais pas avoir fait le tour parce que ça serait un peu présomptueux, mais finalement, moi qui avais cette vision du sport collectif particulièrement et du basket en particulier, parce que c'est celui que je pratiquais, j'avais l'impression que c'était une ouverture vers le monde. On allait rencontrer des joueurs, des joueuses étrangères qui venaient des quatre coins du monde. On allait pouvoir parler, discuter, échanger. Et puis, en fait, je me suis aperçu que c'était en fait la manière dont c'était dirigé, la manière dont c'était amené, la structure même des clubs faisait que j'étais un peu déçu, en fait. Voilà. Alors, ça ne m'a pas empêché de rencontrer des gens formidables, mais moi, en tant qu'électron libre, être confiné dans un carcan, c'est quelque chose qui me faisait foirer tout le temps mes fins de contrat, etc. Parce que, sans vouloir trouver d'excuses, j'étais juste, je pense, immature. Mais j'avais surtout besoin d'oxygène. Et j'avais besoin de me sentir illimité dans ce que j'avais à proposer, envie de faire. Et ça suscitait des jalousies, ça pouvait susciter des incompréhensions. Et puis moi, excuse-moi du terme, mais un peu con comme j'étais, je le suis toujours un peu, chaque fois qu'on me prêtait les actions que j'avais pas faites ou les intentions qui n'étaient pas les bonnes, j'en rajoutais. Donc un peu, ouais, voilà. Tu sais, c'est le genre de personne t'entends, t'es con avec moi, je vais être là encore plus avec toi. Tu vois, le truc, l'engrenage, un peu, voilà. Mais finalement, c'est là-dedans que je me sentais le mieux. Et puis, les synchronicités de la vie m'ont amené à rencontrer une personne formidable qui s'appelle Barry White. Alors, c'est pas le chanteur, mais c'est un ancien joueur NBA qui a œuvré en France pendant de nombreuses années, qui a été le premier Américain à jouer dans l'équipe de France de basket. Et on s'est rencontrés et on a vraiment matché tout de suite. Et il avait un concept sur la remise en forme qui m'a beaucoup touché. Ça me parlait énormément. Et en fait, d'abord, il avait un centre dans une clinique cardiovasculaire à Paris, à la clinique Mozart, dans laquelle j'ai pu officier en tant que coach. Et puis voilà, à Paris, dans le 19e, il y avait plein d'entreprises comme Pierre et Vacances, comme le Club Med, etc. Enfin, plein SFR. Et on était implanté là-dedans, où j'ai pu justement affiner ma relation, cette fois avec le corps. Parce que, tu vois, l'école n'était pas faite pour qui j'étais, probablement, mais par contre, ça m'a amené des centres d'intérêt, comme la biomécanique, la physiologie, le corps humain. Ça me parlait énormément. Et donc, à travers ce travail-là et des rencontres qu'on fait, waouh, ok, ça fonctionne comme ça. Donc, ça commençait à faire sens un petit peu, puis ça répondait à des questions qui me passionnaient. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, où j'ai eu les mains libres d'ailleurs à créer, donc à mettre des protocoles en place de tests. Voilà, donc on testait la tension artérielle avant l'effort, on testait la fréquence cardiaque, on testait la force, la souplesse. Enfin, on avait tout un tas de tests assez simples à mettre en place. Et puis, on leur faisait faire un parcours. C'était en 2003, ça, quand on allait bien ça. Et le parcours était très simple parce qu'en fait, on restait 1 minute sur chaque atelier à peu près. Et puis, en fait, on faisait travailler l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la proprio, du cardio, enfin, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Et à la fin,
on faisait les tests, tests de récupération, on reprenait la tension artérielle, etc., la masse graisseuse, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, on voyait des résultats formidables, quoi. Donc, on pouvait s'engager sur les résultats là-dessus. Donc, tout ça me passionnait énormément parce que derrière, il y avait une analyse, de résultats. Et ça, c'était vraiment passionnant. Voilà. Et puis voilà, d'aventure en aventure, j'ai fait plein d'autres choses comme du théâtre, par exemple. J'ai été prof remplaçant à l'école américaine de Paris où j'ai rencontré des gens absolument fantastiques, une autre manière d'éduquer. Et puis voilà, puis au moment où tu te dis, bah, je sais plus quel âge j'avais, là, mais j'avais pas loin de 35, 36. Bon, bah, j'ai toujours pas d'enfant, j'ai pas de femme. Bon, je vais vivre comme un ascète, hein. Je vais faire mon sport, je fais mes méditations, etc. Puis là, tu rencontres ta femme, voilà, avec qui tu as des enfants, et la vie évolue, se transforme. Voilà, plein de choses qui commencent à émerger. Hein. Tu es père de famille, je sais aussi que tu es très attaché à ce rôle dans ta vie. Un parcours très holistique, donc on a un parcours de vie très holistique. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de thématiques. Ouais. Donc, passionnante. Ouais. Aujourd'hui, comment on pourrait définir? Est-ce que coach, c'est pas un petit peu limitant quand même, parce que en fait, on m'a posé la question et j'ai toujours énormément de mal à répondre. Puisque fort de toutes ces expériences de vie qui sont basées sur mon ignorance actuelle, je prétends pas être parfait, je prétends pas tout savoir. Hein, je suis loin de ça même. Au contraire, tous les jours, c'est un nouvel apprentissage, une recherche en tout cas d'un nouvel apprentissage. Donc, basé sur mon ignorance actuelle, je pourrais dire que le terme holistique me plaît dans son essence parce qu'il englobe beaucoup d'expériences de vie. Et il englobe à la fois le corps physique, matériel, dense, mais il englobe aussi les aspects mentaux, égotiques et émotionnels, et puis tout ce qu'on a pu exprimer comme la source, la divine matrice, etc., qu'on a pu entendre de part et d'autre. La physique quantique, aujourd'hui, nous offre ce cadeau merveilleux qui est la compréhension de l'atome. Et quand on comprend l'atome, on comprend l'univers. C'est pas moi qui le dis, hein, Stephen Hawking ou d'autres, Nassim Haramein, je sais plus son nom, enfin Nassim, on va l'appeler comme ça. Enfin voilà, Joe Dispenza et son équipe de scientifiques. Voilà, c'est juste fabuleux. Donc tous ces aspects-là, que ce soit énergétique, que ce soit physique, bien concret, bien ancré, mental, ego et émotion, et ben on a un regard et une lecture de l'humain, je trouve, hein, à mon sens, qui prend toute sa dimension. Toute sa dimension, voilà. Notamment au niveau des émotions. Parce que d'après ma perception, de ce que j'en sais, de ce que j'en ressens, l'émotion, c'est vraiment cette porte, ce pont, cette fine, j'allais dire, frontière, même si pour moi il n'y en a pas, mais on va l'appeler comme ça, entre ce monde énergétique et ce monde incarné. Voilà. Donc, au plus près on est de nos émotions, au plus près on les comprend, au mieux on génère un certain nombre d'émotions comme un outil en nous, au plus on se connecte à ce champ d'énergie invisible qui est fait de photons et d'informations. Voilà. Donc, quand on prend un atome, aujourd'hui, on sait que 99,99999% de l'atome est fait d'énergie et seulement 0,1% de l'atome. Donc, on va appeler ça de la matière. Donc, quand des atomes se marient ensemble, on crée une molécule, mais ce champ d'énergie existe toujours. Et quand ces molécules se tissent ensemble, d'ailleurs, grâce à ce champ d'énergie, ça devient une substance chimique qui devient une cellule, qui devient des tissus, et puis qui devient des organes, et qui devient un système. Et en fait, c'est ce qu'on est. Et en plus, c'est mesurable aujourd'hui. Il y a le GDV, il y a le magnétomètre, il y a les électroencéphalogrammes. Bon, ça, c'est aussi pour le cerveau. Bref, le BioWell. Enfin, on a des outils de mesure qui permettent de quantifier et de percevoir d'ailleurs la quantité et l'efficacité, j'allais dire, des photons qui sont émis par notre corps. Ouais. Voilà. Donc déjà ça, voilà, c'est quand même un sujet
passionnant, et c'est d'ailleurs un petit peu l'objet du stage, des ateliers qu'on a mis en place. D'abord, se centrer sur le cœur, ce qui pour moi, et d'ailleurs pas pour moi, parce que l'Institut HeartMath aux États-Unis, depuis 1991, a démontré que le cœur était l'organe maître du corps, et c'est lui qui reçoit les informations en premier avant d'envoyer au cerveau et de diffuser dans les différents centres hormonaux et partout ailleurs dans le corps via le système nerveux. Donc voilà, donc ça a été vraiment une révélation, un ancrage puissant pour moi, le cœur. Ouais. Et pas seulement de manière philosophique ou l'amour entre un homme et une femme, ou avec son chien. Alors, j'ai pris une phrase que j'ai tirée, je crois, il me semble, de ton site, que je trouve très intéressante. Donc, je te cite. Je ne représente ni une association religieuse, ni une secte, ni un parti politique, ni aucun dogme quelconque. Je me représente moi-même à travers mon expérience. Je me veux simplement disponible pour tout être ayant l'envie d'apprendre, de communiquer, de partager et d'aider, dans un état d'esprit ouvert et bienveillant. Je considère que tout être est à la fois apprenant et enseignant dès l'instant où il pense et agit dans une ambiance honnête, sincère et désintéressée. Je désire m'associer avec des êtres conscients de leurs responsabilités et agissant avec sérieux. Fin de la citation. Donc, je trouvais que c'était assez clair et assez limpide de dire que voilà, c'était vraiment, tu étais dans un élan pédagogique, d'enseignement, de découverte de soi, et de beaucoup d'autres choses aussi. Ouais. Oui. Et genre, je dois rendre à César ce qui est à César, parce qu'une partie de cette citation qui m'a parlé, elle vient d'un monsieur que j'ai rencontré et que je trouve absolument formidable. D'ailleurs, je le salue. Il s'appelle Serge Nazar, pour ceux qui le connaissent. Et sur son site, en lisant ça, j'ai repris l'essentiel de ce qu'il exprimait, pas forcément dans toute sous la même forme exacte, mais beaucoup des intentions qui étaient derrière. C'était tellement limpide que je me suis autorisé avec son accord, à le reprendre. Voilà. Parce que c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Je considère effectivement, et puis on l'a vu d'ailleurs pendant les ateliers, moi ce qui me passionnait à un moment, c'est de vous voir échanger entre vous, de ce que vous aviez ressenti, de ce que vous aviez appris, de pouvoir échanger avec moi et moi avec vous, et que ça crée cette émulation autour du sujet qu'on avait abordé ensemble. Alors effectivement, la respiration, parce que là aussi, c'est quand même le seul système qui est à la fois autonome et que tu peux contrôler. Et quand on apprend, qu'on comprend, moi tout ce que j'enseigne, je l'ai vécu. Je ne pourrais pas enseigner quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que mon mentor, c'est mon expérience d'abord. La respiration et la méditation. Ça, c'est deux outils qui sont extrêmement puissants. Toi, en tant que neurothérapeute, je ne t'apprendrai rien sur les fonctions cérébrales, les ondes cérébrales et ce qui se passe quand on éteint le cerveau analytique, ou même qu'on éteint les fonctions de l'amygdale, par exemple, ce qui se passe dans notre corps, en méditation, mais aussi en respiration. Et puis, un des outils que j'utilise également, c'est l'émotion. Voilà, ça, c'est les trois clés pour moi. Il y a des choses adjacentes que tu peux utiliser, comme le jeûne intermittent, la compréhension de l'alimentation, voilà, l'énergie, les soins énergétiques, etc. Mais principalement, je les trouve tellement puissants, ils m'ont aidé, que ce soit à travers voilà, dans mon histoire de vie, j'ai été agressé sexuellement petit. Et une des premières choses qui m'est venue, alors j'ai eu le déni familial, etc. C'est revenu plus tard, bon, on va passer les détails, mais une des premières choses qui m'est apparue, c'est pourquoi il a fait ça, en fait. Pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qui a fait qu'il a fait. Donc j'ai cherché à comprendre avant toute autre chose. J'ai cherché à comprendre pourquoi il a fait ça. J'ai compris pourquoi il a fait ça, ce qui lui était arrivé. Je l'ai, on va dire, analytiquement imprimé. Dans mon cœur, c'était un petit peu différent, mais mon cœur me disait de lui pardonner. Il a fallu un certain nombre d'expériences pour que j'arrive à pardonner. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est les émotions qui m'ont aidé à ça. Et relié directement aux émotions, ce champ d'énergie dont la signature vibratoire est quand même élevée,
et qui nous pousse et qui nous accompagne dans ce chemin-là. Alors, on l'appelle amour, on l'appelle état extatique, etc. Enfin, on peut y mettre des mots, c'est finalement que des traductions, des vibrations qu'on reçoit et qu'on transforme en mots, parce qu'il faut bien communiquer, on va dire. Et voilà, cette connexion-là m'a apporté ça. Donc, dans les stages ou les ateliers, les gens, effectivement, se livrent. Je ne leur demande pas de se livrer, mais finalement, ils le font parce que émotionnellement, ils se sentent prêts à le faire. Et quand on sait aujourd'hui que quand on génère en nous ces impulsions électriques, cette énergie dynamique qui est en nous, qu'on appelle émotion, elle a un tel pouvoir. On l'a dénigré, on nous en a coupé, surtout le monde occidental. Hein. Je mets en opposition, même si c'est pas dans mon propos de mettre en opposition. Je préfère parler d'unité, de transcender et de communier, mais c'est là-dedans qu'on a vécu, entre les traditions anciennes qui mettaient un point d'honneur et d'ancrage de spiritualité autour de l'amour, alors ils appellent ça l'amour, d'émotion en tout cas, et se connecter à ces émotions depuis leur plus jeune âge. Ouais. Et nous, on nous met dans le mental immédiatement. Voilà. Alors, c'est pas bien mal, c'est notre choix d'incarnation aussi. On est là pour apprendre un certain nombre de choses, et je pense qu'on est là aussi pour transcender ça. Et tu as été témoin, je pense que tu en parleras peut-être mieux toi-même parce que c'est ton expérience, mais quand on arrive à vivre ces émotions, à les générer en nous et autour de nous, il se passe des choses. Oui. Il se passe des choses. Et il se passe des choses extrêmement profondes. Voilà, extrêmement. Oui, tout à fait, je confirme. Ouais. Donc, si on devait expliquer en quelques mots le bénéfice principal quand on accompagne les gens sur des stages, sur des ateliers, ça serait quoi en fait? Libération, reconnexion, c'est quoi qui viendrait en fait? Ouais, enfin, je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont importantes. D'abord, dans la transmission de la connaissance, quand il y a des mots, des idées qui commencent à émerger, ah oui, c'est ça en fait. Donc, il y a déjà une prise de conscience. Et comme il y a du sens vis-à-vis de la connaissance aujourd'hui qu'on peut avoir à travers les disciplines scientifiques dont on a parlé tout à l'heure, ça donne du sens. Donc, du coup, quand tu te mets à respirer, quand tu te mets à exercer ta méditation, à pratiquer ta méditation, quand tu te mets à émotionnellement générer les émotions que tu as envie de vivre et de ressentir, ça prend tout son sens. Résultat, tous ces outils-là convergent vers une énergie tellement puissante qu'elle transcende des peurs, des énergies stockées dans les trois premiers centres énergétiques, notamment. Donc, on retrouve des gens qui ressentent un bien-être qui n'ont pas ressenti depuis très longtemps. On libère émotionnellement, ils se libèrent émotionnellement de choses qu'ils pensaient même avoir réglées mentalement. Ah oui, non, mais je pensais avoir réglé ça, mais en fait, non. Ouais. Tu te libères de choses que tu avais oubliées. Il y avait des gens qui avaient oublié ce qui leur était arrivé et qui ont ce déclic en disant « Ah ouais, ok. » Et là, c'est puissant, par contre. Enfin, ça l'est tout le temps, mais c'est particulièrement fort émotionnellement. Et ce qu'on appelle en neurosciences les lagages neuronaux, c'est le fait de pleurer comme ça intensément. Qu'est-ce qu'ils vivent aussi? Pour certains d'entre eux, ils améliorent leur santé. Ils accompagnent leur corps ou leur traitement dans une optimisation de la santé. J'ai pour exemple, voilà, ça me touche à chaque fois que je pense à Odile parce que quand elle m'a contacté au départ, c'était plus pour l'aspect physique. Elle était donc, on lui a diagnostiqué un cancer du sein sévère. Il blaguait pas celui-là, hein. Si tant est qu'il y en ait qui blaguent. Très sévère, hein, on pouvait le sentir très facilement. Et puis, il dit faut qu'elle change sa perception de l'existence face à cette situation-là. Et elle se dit, je vais oser aller demander à quelqu'un. Et on s'était rencontrés familialement avec sa famille. Et puis, elle me dit, voilà, j'ai ça. Et je voudrais que tu m'accompagnes. Alors, au départ, elle pensait que j'allais l'accompagner uniquement sur l'aspect physique. Oui.
bête d'oxygénation des cellules, ce que la marche en forêt, en montagne, etc., pouvait lui apporter. Puisque j'ai fait un peu de hatha yoga aussi, je me suis formé quelques mois à cette discipline. Donc, utiliser aussi des méthodes de yoga pour l'accompagner dans son... Et en fait, on a été beaucoup plus loin ensemble. Et c'est ça qui est fabuleux dans toutes ces synchronicités et ces rencontres. Elle a mis tout en place. C'est-à-dire tout ce que je lui proposais, elle était libre de dire non ou pas le faire. Elle l'a mis en place. Que ce soit des respirations, que ce soit des méditations, que ce soit la génération d'émotionnels, soit la mise en place d'activités physiques, sachant qu'elle n'en avait jamais fait. Eh bien, en 2 semaines, avec son état d'esprit qui s'était modifié, hein, quand tu es face à une échéance vitale, c'est une urgence. Et dans l'urgence, on met les choses en place. Alors, elle a décidé de faire sa chimio. Elle a fait toute sa chimio. Elle avait mis en place aussi. Et il s'est avéré qu'au bout de 2 semaines, c'est-à-dire que les examens ont montré qu'il n'y avait plus aucune trace de la tumeur. À tel point que le médecin a été chercher le dossier parce qu'est-ce qui se passe, il n'y avait plus rien. Donc effectivement, il s'avérait qu'il n'y avait plus rien. Qu'elle n'a eu aucun effet secondaire de la chimio, à part la perte des cheveux, la chute des cheveux, des sourcils. Voilà. Sinon, rien. Et puis, il faut quand même faire... tu vois, faut enlever tout ce qui avait été installé, on prend les tissus cicatriciels, on les analyse, on fait une petite opération. Et puis même là, les retours des tissus cicatriciels, rien. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais il y a des rayons. Donc elle décide quand même d'aller de traverser ça en conscience. Elle aurait très bien pu dire non, j'ai plus rien, j'arrête. Non, j'y vais. Elle y est encore à l'heure actuelle, mais il n'y a aucun effet secondaire et tout. Enfin, voilà, c'est juste. Ça se passe super bien. Voilà, ça se passe super bien. Parce que je crois profondément, intimement, que tant qu'on ne change pas son énergie, ce champ d'énergie, qu'on n'ouvre pas son cœur, tant qu'on ne change pas son énergie, tant qu'on ne modifie pas son état d'être, aucune transformation ne pourra se faire dans le temps, dans la durée, en profondeur. Ce ne seront que des pansements. Donc, des fois, on attend ce que les Américains appellent le wake-up call, tu sais, tu vois ce que je veux dire, hein. On attend qu'on te mette un bon coup de pied aux fesses pour te dire, et là, Coco, tu vas peut-être changer ce qui a changé parce que ça ne peut pas durer. Hein. Donc, des fois, on attend ça inconsciemment, parfois même consciemment. On n'a pas envie de se dégager de tout ça. On fait des petits trucs, des massages, des access bars, voilà. Mais ça ne fonctionne pas forcément. Et puis, voilà, des fois, on se retrouve en urgence et quand on est dans l'urgence, on va, OK, j'ai compris, j'y vais, j'ai compris où je devais aller. Puis, la question, à chaque fois que je pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'attendre l'urgence pour changer? Voilà. Est-ce qu'on en a besoin? La réponse est non. Bien sûr que non, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans l'urgence pour changer. Alors oui, c'est sûr que ça stimule, ça booste. Ça te fait un coup de pied au fait. L'esprit humain est ainsi fait qu'il aime bien toujours fonctionner dans l'urgence parce qu'on lui a appris à fonctionner dans l'urgence, à l'inverse de certaines philosophies, certains pays où justement on n'attend pas l'urgence, notamment les philosophies asiatiques, les sites asiatiques où ils sont plutôt dans la prévention, dans mettre en place les choses avant que ça arrive. Exactement. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.